Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle séance du Ciné-Club de la SRF, le Directors Club. On est ravis de vous accueillir. C'est un ciné-club mensuel qui existe maintenant depuis combien de temps? 2021, c'est la 4e saison consécutive. 2021, et l'originalité, contrairement à d'autres de nos ciné-clubs, c'est que un réalisateur vient parler d'un film qu'il n'a pas réalisé, mais d'un film pour lequel il a un coup de cœur. Donc on est ravis aujourd'hui d'accueillir d'abord deux membres éminents de la SRF, Célie et Gaël, et puis l'invité qui est Laurent Larivière. Laurent, merci beaucoup d'être avec nous, merci d'avoir accepté, et ça commence par un applaudissement à tous les trois et à la SRF. Avant de laisser la parole, je voulais juste préciser qu'en fait on a eu l'occasion de déjà projeter le film de Piala dans un ciné-club il y a quelques années, dans le cadre d'un ciné-club consacré aux producteurs. Ça s'appelait l'Arme des producteurs, et c'était Nicolas Bellière, de Local Film, qui en fait invitait des producteurs des années 80 pour parler de films qu'ils avaient produits dans une nouvelle, en changeant un peu la tradition du cinéma français. Et donc Yves Gasser, un des producteurs de Loup, était venu, donc il nous donnait le point de vue de l'intérieur, et ce soir ça va être le point de vue d'un réalisateur cinéphile. Céline, raconte-nous ce que c'est la SRF, au cas où des gens ici ne le sauraient pas ou l'auraient oublié. Je vois qu'on a de la concurrence sur les ciné-clubs du Grand Action. Et je commence aussi par des remerciements. C'est en effet la 4e année qu'on a l'occasion de faire ce ciné-club ici, programmé exclusivement par des cinéastes. Et moi, je vous dis juste 2 mots sur la Société des réalisatrices et réalisateurs de films, pour ceux qui ne sont pas encore des habitués de nos événements. C'est une association historique qui est née en 1968 et qui, aujourd'hui, est devenue une grande maison de cinéastes qui rassemble près de 500 membres adhérents qui pratiquent le cinéma dans tous ses genres, dans tous ses formats, et qui existe aujourd'hui pour défendre les libertés artistiques et les intérêts professionnels des cinéastes. Et voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est bien placé pour savoir qu'ils ne sont pas encore à l'abri. Et on a commencé la rentrée assez fort sur des sujets comme la chronologie des médias, la rémunération des auteurs, la régulation de l'intelligence artificielle nous occupe beaucoup et nous ne sommes pas les seuls. Et parallèlement à tout ce programme politique, on développe un volet d'action culturelle à Paris, mais aussi sur tout le territoire français. Donc, à commencer par ce ciné-club, on est ravis de continuer ce soir pour la 2e séance de la saison. Mais aussi des masterclass, les écoles de la SRF au Club de l'Étoile. La prochaine d'ailleurs aura lieu le 25 novembre sur l'empathie et les anti-héros, ça va être super. Des soirées de projection de courts-métrages, des ateliers pour les jeunes cinéastes qui veulent rejoindre la SRF. Et beaucoup de tables rondes en festival, ça fait déjà beaucoup. On a lancé la 2e édition de notre programme de parrainage-marrainage également. Donc voilà, s'il y a des jeunes cinéastes qui sont dans la salle et qui veulent nous rejoindre, après la séance, on va boire un petit verre au buisson ardent. Et n'hésitez pas à venir nous poser des questions. Et voilà, moi je suis un peu émue parce que c'est mon dernier ciné-club ce soir. Et je peux vous dire que moi je suis un peu triste de partir parce qu'on a vécu beaucoup d'émotions ici et je vous enjoins à venir aux prochaines séances des ciné-clubs qui est quand même assez exceptionnel. Voilà, et je laisse la parole à Gaël pour vous en dire un peu plus. Bon, je vais aller contre toi. Bonsoir, donc merci au groupe Action de nous recevoir. Moi je suis donc très content aussi de recevoir Laurent ce soir. C'est la 2e séance donc, de cette saison. Je salue la présence de Michael Bourg qui a créé le ciné-club au sortir du confinement. Je crois que c'est la 2020, c'est ça? Ou 2021, enfin, voilà. Et donc on a pris la suite avec Antoine, donc là depuis juste un mois. Et voilà, donc deuxième soirée avec Laurent. Voilà, donc moi j'ai découvert le travail en 2010 avec ton court-métrage Les Larmes, magnifique. Et puis qui ensuite a réalisé 2 longs-métrages, donc Je suis un soldat et un film avec Isabelle Huppert, si j'ai un trou, à propos de jaune. Voilà. Donc
présence d'Isabelle Huppert n'étant peut-être pas sans lien, je sais pas, avec le film de ce soir. Voilà, donc je te cède la parole pour une petite présentation si tu veux. Bonsoir à tous. Présentation très courte, je vais vous laisser découvrir le film de Piala, juste vous donner quelques éléments factuels. C'est un film de 1980 qui dure 1h40. C'est le premier film de Piala avec Gérard Depardieu. Il en fera 3 autres après. Il y aura Police, Sous le soleil de Satan et Garçu. C'est l'unique film de Piala avec Isabelle Huppert. C'est un film qui, je pense, j'ai vu dans mon adolescence, qui a été un peu une déflagration, et que je n'avais pas revu. Donc j'ai revu pour ce ciné-club, et je serais vraiment très heureux d'en parler avec vous à l'issue de la projection. Merci. Excellent. Merci beaucoup. Très bonne projection à tous. Laurent. Il est là, Laurent? Ah d'accord, ok. Attends 2 secondes. Quels sont les gens qui voyaient le film pour la première fois là? Ah ouais, voilà, en effet. C'est une découverte pour beaucoup de spectateurs et actrices, visiblement. Vraiment, en tout cas, c'était comme toi la première fois qu'on le découvrait sur grand écran aussi. Absolument. De trucs. Peut-être, enfin, je me disais juste pour commencer, ce qu'on peut dire peut-être, c'est que déjà c'est un film qui est une vraie bascule dans l'œuvre de Piala. Parce que je trouve, c'est à la fois la continuité de ce qu'il recherchait, cette espèce de manière d'aller chercher la vérité dans l'accident, dans une espèce de violence comme ça du tournage, et je pense qu'en particulier à Pasteur Mac d'abord, qui venait de faire, et en même temps c'est la rencontre avec Toscan Duplantier et l'accès à une véritable production qui va donner une ampleur quand même assez nouvelle quand même à cette manière de fabriquer les choses. Et c'est drôle, je trouve, comme cette manière, le film est vraiment un endroit très très spécial dans son parcours. Oui, et puis c'est un peu une légende, les tournages ont la réputation, les tournages de Piala ont la réputation d'être toujours très chaotiques. Et là, même s'il y avait plus de moyens et une production qui le suivait davantage, on sait que Isabelle Huppert n'a pas fini le tournage parce qu'elle devait tourner avec Michael Cimino. On sait que Depardieu n'a pas fini le tournage parce qu'il était aussi embauché sur un autre plateau et ça se passait très très mal entre eux. Et on sent que le film a des carences scénaristiques, mais dont il a fait une force, c'est-à-dire qu'il les embrasse totalement. Et moi j'ai été vraiment assez surpris par la façon dont les scènes parfois sont coupées de manière très brutale. On rentre dans la scène vraiment quasiment dans la fin, et puis il y a une info qui passe et on s'en va. Donc ça nous oblige, nous spectateurs, à être extrêmement actifs, c'est-à-dire qu'on doit être toujours très très vigilant à rester actif pour ne rien perdre de ce qui est donné. Et il se faut totalement des conventions de scénario, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de scène de cheville narrative qu'on nous enseigne souvent. Il y a des choses qui ne se font pas et qui fait et qui sont extrêmement puissantes. Et le spectateur est toujours en train de combler les trous narratifs. En particulier, il y en a un énorme, c'est qu'il n'y a pas de scène où elle annonce à Loulou qu'elle est enceinte. Absolument. Ouais. Incroyable. Ouais. Et là, j'ai trouvé la puissance du raccord aussi, quand il y a toute la longue séquence chez la famille, chez sa mère, avec l'histoire du fusil, etc., qu'on la sent très en retrait, on la sent très triste, il y a quelque chose qui se détache, on a l'impression
elle ne veut pas faire partie finalement de ce monde-là, et que le plan d'après, elle est au téléphone et elle s'est fait apporter. Et à ce raccord-là, en termes de scénario, ça passerait jamais dans les commissions, etc. On aurait besoin de toutes les étapes, on aurait besoin de choses psychologiques pour comprendre. En fait, là, il n'y a pas de psychologie. Il y a des faits bruts qui sont juste à poser. C'est un très grand film de montage et qui nous font traverser comme ça du réel. C'est un mélange en fait entre le travail avec Yann Deday, le monteur, et l'utilisation en fait quand même de carences de tournage en fait, c'est ce que tu dis. Oui, et d'ailleurs, je ne l'avais pas revu depuis 20 ans, et je ne sais pas si vous vous souvenez du plan d'ouverture, c'est Dominique, je crois qu'elle s'appelle, qui est la maîtresse de Loulou d'avant et d'Isabelle Huppert. Donc c'est quand même très étonnant de commencer un film avec un personnage qui ne va pas être le personnage principal, ça aussi ça ne se fait pas. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle marche, en Paris, le plan est extrêmement beau, et il y a un panneau, et elle croise des amoureux qui s'embrassent sur un pylône, et là il y a un raccord, où on est un petit peu plus proche, donc vraiment on filme ces deux amoureux qui s'embrassent, et puis on oublie, il y a quelques scènes où Dominique apparaît, mais on oublie. Et à la toute fin, lors de la longue scène familiale, ils vont boire un verre l'après-midi dans un café, le parc reste dehors, elle rentre, elle danse avec le copain qui sort de tôle, petite ambiguïté, on ne sait pas trop, voilà. Et puis elle s'assoit, et elle regarde deux amoureux qui s'embrassent. Et là, pareil, c'est pas un hasard, la caméra recule, recadre, et on la voit vraiment regarder ces deux amoureux qui s'embrassent. Et pour moi, c'est un écho vraiment au début du film. Et pour moi, ce plan dit la fin de l'amour. C'est-à-dire quand on n'est plus celui qui est en train d'embrasser ou celle qui est en train d'embrasser, et qu'on est en train de regarder un autre couple et qu'on désire être à la place d'eux, ça y est. C'est foutu. Et d'ailleurs, à la fin de cette séquence-là, il y a ce fameux raccord où elle a avorté et où c'est le début de la fin, à mon avis. Et est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que, je sais pas, parmi les multiples raisons, j'imagine, quelle serait la première raison pour laquelle tu as choisi de montrer ce film, parmi tous les films possibles il y avait le fait que le Ciné Club existe depuis 4 ans et qu'il y avait d'autres films qui avaient été montrés. Donc je vais pas regarder la liste de ce qui avait été vu. J'ai moi-même fait une liste avec un film de Varda, un film de Mankiewicz, des choses assez. Et c'est vrai que Loulou était venu en deuxième dans ma liste parce que je ne l'avais pas revu et que j'avais envie de revoir Hubert jeune. Dans ce rôle-là, j'avais un souvenir du film assez marquant, mais quand même flou, parce que j'avais pas vu depuis, je sais pas, 25 ans peut-être. Et ayant travaillé avec elle, il y a des choses du coup que tu retrouves, que tu reconnais, il y a des liens que tu fais du coup entre celle que tu as dirigée et celle qu'elle était en 1980. Ce que je reconnais en fait, et c'est aussi ce qu'elle dit beaucoup dans les interviews, c'est qu'elle ne construit pas de personnage. Et là, vraiment, je trouve que c'est flagrant. On sent qu'elle est dans le réel absolument et que son travail, elle dit que c'est de traverser des états émotionnels. Et ça, quand on travaille avec elle, c'est assez fascinant de voir à quel point, là aussi, il n'y a pas de psychologie, c'est-à-dire qu'elle ne se pose pas la question de où vient le personnage, où il va, qu'est-ce qu'il va faire, par quoi il est motivé, etc. Elle se pose simplement la question, elle se pose la question de qu'est-ce qui se joue pour moi au moment présent du réel, de la scène et de la connexion avec l'autre acteur et donc de la situation uniquement. Donc, on ne joue absolument aucune intention et on est dans la situation. Donc ça, c'est vraiment très, très, très beau à voir, parce que quand on a écrit un scénario, qu'on a écrit des séquences, qu'on a soi-même des intentions et qu'on sait que cette séquence-là va être... et qu'on voit une actrice s'emparer
de ça, mais pour en faire un bloc de réel totalement autonome qui existe en soi, je retrouve ça là plein de fois. C'est-à-dire que ça te permet de ne pas filmer le scénario, mais de filmer vraiment la vie, quoi. Et en revoyant le film aussi, ce que je trouve très beau dans la manière de... Toujours cette question de, quand on écrit des scénarios, quand on fait des films, on essaie de ne pas être frontal dans nos intentions, essayer d'incarner les choses par différents biais, pour qu'on ait l'impression que les choses existent par elles-mêmes, par les personnages. Et là, ce que je trouve très fort, c'est, je ne suis pas sûr que je l'avais identifié quand j'ai lu il y a longtemps, c'est quand même, je trouve que c'est vraiment un film sur la lutte des classes aussi. Il marche encore une fois. Ah non, c'était un. Non, il n'y a plus de pile. Un, deux, ouais, c'est bien. C'est aussi un film sur la lutte des classes, parce que c'est vraiment un film sur la transgression, c'est-à-dire c'est une bourgeoise qui quitte un bourgeois qui est marchand quand même génial aussi, hyper émouvant, et qui va avec Loulou, et ça passe, alors ça passe par les costumes. Je trouve qu'elle est habillée avec son peu de fourrure, lui, il marche en costume, et Loulou avec le blouson. Il y a cette séquence formidable où Guy Marchand essaie un blouson neuf qu'elle va offrir à Loulou, mais ça ne lui va pas, c'est pas pour lui. Et d'ailleurs, c'est un blouson qui est un blouson de cuir bourgeois. Il va le mettre 2 séquences à peu près, et Depardieu va l'éliminer. Ça passe par rapport à la culture des mots, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Guy Marchand n'arrête pas de parler d'exposition. Il veut aller voir des expositions, il veut aller voir l'exposition Rembrandt à Amsterdam, il veut qu'elle l'éduque et qu'il écoute du Mozart. Il y a plein de références comme ça, vraiment de classe, et puis ça passe par, je trouve aussi la manière dont Hubert embrasse par le corps, par le désir, Loulou au départ, et puis il se détache progressivement. Je trouve qu'il y a une mélancolie dans son regard, dans son... Et elle dit, Hubert, dans son interview, elle disait, la victime c'est Loulou, la victime du film. Oui, après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand à la fin, il lui dit tu aurais dû me faire confiance et je vais travailler, j'y crois moyen. Et en fait, je suis un peu comme elle. J'y crois pas, quoi. J'y crois pas. Donc, c'est une victime, mais. Après, oui, il y a d'autres choses intéressantes, c'est que j'ai regardé ça aussi, c'est que ce film date de 80, et il y a la loi pour l'avortement qui date de 1975. Et je pense que le film s'inscrit aussi. Je pense que c'est une des premières fictions qui met en scène comme ça une femme qui décide, sans en parler à son compagnon, d'avorter, d'être libre de ce choix-là. Donc je pense que c'est un film aussi qui résonne en 80 très fortement. Et de l'assumer complètement, parce que c'est drôle, moi dans le souvenir, en fait, une fois qu'elle avait avorté, elle ne le revoyait plus. Enfin, c'est très très fort quand elle revient dans l'appartement, etc. Et que voilà, c'est quelque chose qu'elle a fait et qu'elle assume. Et wow, je trouve ça d'une frontalité, c'est très très fort. Je ne sais pas si vous avez des questions, ou des remarques, ou des envies de dire. Non, pas pour l'instant. Toi, tu me disais que dans ton amour pour les films de Piala, il y avait quelque chose qui était premier, c'était les acteurs. Lorsque tu parlais de la disponibilité du père, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur sa manière, sur ce qui, toi, a fait que ce Piala était un cinéaste aussi important pour toi? Dans une interview, Hubert disait que les mauvais metteurs en scène, c'est ceux qui coupaient au mauvais moment. Et elle disait qu'évidemment, ça n'arrive jamais avec Piala. Et on sent que les acteurs sont au cœur du processus. Et ce qui était aussi assez étonnant dans ce qu'elle racontait, c'est sur la méthode, c'est-à-dire que, par exemple, les scènes de bar, il installait les acteurs aux zingues, et puis, voilà,
je l'ai discuté ici, et il installait la lumière, il parlait avec d'autres techniciens, etc. Et donc les acteurs, ils attendaient 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et donc ils discutaient entre eux. Et tout d'un coup, ils sentaient qu'il y avait un silence qui se faisait sur le plateau, et que Piala avait demandé le moteur, et que tout d'un coup, on basculait dans le film, et que les acteurs étaient en train de discuter ils se rendaient compte que tout le monde se mettait en place autour d'eux, et donc ils passaient de leur conversation personnelle à tout d'un coup des éléments de dialogue, et ils enquillaient la scène. Et ça, c'est assez unique comme manière de faire, parce que généralement, on met les acteurs en place, on dit moteur, action, et il y a une délimitation assez franche entre le réel et la fiction, et lui cherchait à ce que ce soit le plus poreux possible. Et du coup, ça faisait que les acteurs parlaient dans un endroit presque documentaire, c'est-à-dire qu'ils parlaient de là où ils étaient en train de parler, l'un à l'autre, dans la vraie vie, et ils glissaient. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a des accents de vérité, c'est très cru. Et en même temps, comme dans une tension, je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est que c'est un film qui coûte cher, qu'il y a de la lumière, qu'il y a des techniciens, etc., et que le temps coûte de l'argent. Et qu'on n'est pas dans une petite production où on pourrait se permettre justement de se dire, voilà, toi tu... Non, en fait, je pense qu'il y a quand même une espèce de truc où il y a un compte à rebours, et puis là va le plus loin qu'il peut pour mettre tout le monde dans un état quand même de tension très vive. Donc c'est un mélange quand même un peu retors entre le laisser vivre et en même temps vraiment pousser au maximum la situation jusqu'à ce qu'elle pète. Et ça finit pas péter, puisque finalement Hubert et Depardieu sont barrés. Il a même dû séparer d'ailleurs quelques jours. Ouais, et puis c'est pareil, la séquence dans le RER quand ils vont à Champigny par exemple. Piala est pas là, si vous connaissez cette séquence. Et il a disparu pendant 3 jours, mais il est vraiment disparu, c'est-à-dire qu'il cherchait, il ne savait pas du tout où il était. Et donc le premier assistant, il est allé dans différents bars de la capitale où il pensait qu'il allait pouvoir trouver Piala. Et puis au bout de 3 jours, il a trouvé Piala dans le bar, qui était au comptoir, donc il lui a parlé, il a dit ah, c'est super, vous êtes là, Maurice, on va pouvoir retourner, machin, tout ça. Le premier assistant descend. Il n'y avait pas de portable évidemment à l'époque, donc il descend téléphoner à la production pour dire je l'ai trouvé, c'est bon, on arrive, et il remonte, et là c'est pareil. Encore des recherches. Mais oui, la tension, en fait, il ne cherche pas à il cherche pas à ce qu'on joue la gêne. Je pense à cette séquence-là, je pense à cette séquence-là où quand Isabelle Huppert revient la nuit parce que Depardieu est à l'hôpital, et qu'elle revient la nuit, passer la nuit chez Guy Marchand, il y a cette très beau dialogue, là où elle est dans le lit et tout ça, et donc il dit qu'il va se coucher, bonne nuit, t'as de l'humour, je pense cette critique, et ensuite, Hubert est tout seul dans le lit, et s'est déshabillé, en train de lire un magazine, et là il fait revenir Guy Marchand, et là c'est plus écrit, en fait, ça n'était absolument pas prévu, la scène était déjà tournée, et donc les acteurs n'ont pas de dialogue, ils n'ont rien à se dire. Et Guy Marchand vient s'asseoir, elle, avec un sens quand même de l'espace et du cadre, se redresse et est parfaitement en place pour être bien filmé, et c'est un plan de gêne où les acteurs sont gênés parce qu'ils n'ont rien à se dire, et lui dit t'as vu ce truc-là, ce journal, machin, on ne sait pas de quoi il parle, et puis je peux le prendre, machin. Et en fait, que la séquence dit de vrai, c'est qu'en fait, il ne voulait pas dormir à la pièce à côté, qu'il fait une tentative, qu'il est gêné, qu'il ne sait pas, et qu'il ne se dise rien, et que... Voilà. Mais c'est pas fabriqué, c'est... Voilà, il met en place du réel qu'il filme. Et tu me disais que justement les scènes entre Hubert et Guy Marchand avaient été pour certaines d'entre elles en fait tournées bien après le tournage. C'est-à-dire en fait quand Hubert est revenu de la Porte du Paradis. Ouais, en fait, alors c'est une année, on rigolait tout à l'heure parce que c'est une année un peu exceptionnelle quand même. Ils avaient fait 3 films.
cette année-là, Soigne ta droite de Jean-Luc Godard. Non, c'est pas ta droite, c'est. Sauf qu'il peut, La Porte du Paradis de Cimino et Loulou, dans la même année. Lui fait Mon oncle d'Amérique, Le dernier métro et Loulou. Et lui fait Mon oncle d'Amérique, Le dernier métro et Loulou. C'est une bonne. Et effectivement, comme donc elle était partie avant la fin du tournage, parce que comme le tournage avait été décalé avec les jours où Piala a disparu, etc., elle avait un contrat aux États-Unis, elle devait partir, et donc il avait vraiment le sentiment que le film ne tenait pas scénaristiquement, narrativement, et donc il avait réécrit des séquences entre Guy Marchand et Hyper, notamment au travail. Et quand on regarde attentivement, effectivement, elle a les cheveux plus longs dans les séquences de travail, un peu un chignon. Et en fait, c'est de longues séquences où on les voyait tous les deux faire couple, mais au boulot. Et finalement, il n'a été gardé que 2 moments, celui où il la vire, où il fait des dessins, là, où il dit t'es cruel, il y a pas toi qui baise, machin, etc., il se barre. Et le petit moment où il essaie le boulot de cul. Voilà. Et on ne sait pas, on ne comprend pas vraiment le boulot de Marchand. On ne sait pas très bien dans quoi il bosse. Et en fait, on fout. On a l'essence de ce que ces scènes doivent servir, ce qu'elles doivent nous dire, et on n'a pas besoin tellement de narratif. En fait, le film nous apprend quand même beaucoup de choses sur les trucs avec lesquels on s'emmerde. Parfois, peut-être le réel et les spectateurs, en fait, les spectateurs sont très actifs et comptent énormément de trop, parce que j'arrive à... Et aussi, je pense, parce que on sent très bien parce que le film il a 40 ans, et c'est une histoire très banale d'adultère, c'est le mari, l'amant, et la manière dont ça reste très contemporain, c'est aussi dû au fait que, en fait, on n'est pas dans des quiproquos, on n'est pas dans l'anecdotique, on est dans des questions universelles de qu'est-ce que c'est que quitter, qu'est-ce que c'est que d'être quitté, comment on fait durer un couple au-delà de la sexualité, du désir. C'est des questions universelles, ça, mais c'est aussi des questions quand même extrêmement personnelles pour Piala, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit quand même, parce que je veux dire, c'est l'origine quand même du film, et quand même, c'est sa vie à lui quand même. Ouais, lorsqu'il a tourné La Maison des Bois, qui était une série pour la télévision, Arlette Landman, qui était son épouse et qui était la sœur de Claude Berry, a eu une histoire avec Dédé, c'est pas Lolo, mais c'est Dédé, qui était machinot sur La Maison des Bois et qui était un jeune loupard qui sortait de prison. Et elle s'est barrée, elle a laissé Piala pendant le tournage de La Maison des Bois. Et 8 ans après, elle écrit ce scénario et il tourne. Il tourne ça, et donc lui, c'est Guy Marchand. Et donc il est quand même assez minable. Ça explique aussi certaines sautes d'humeur entre Guy Marchand pendant le tournage, je crois que c'était assez dur pour lui. Mais en même temps, le film, je trouve, est extrêmement équilibré sur ce qu'il donne à tous les personnages, alors que par exemple, si on compare, il y a un autre film, un grand film de crise de couple qui est tourné avant, qui Ne vivons pas ensemble. Mais pareil, là c'était très mal passé avec Jean-Yann. Mais je trouve que dans le film, il y a une espèce de... Enfin, Jean-Yann représentant Piala, il tape contre lui-même avec une espèce de haine de lui qui je trouve, peut-être la limite du film, alors qu'ici c'est magnifique. Je trouve qu'il y a une espèce de circulation absolument incroyable entre les 3 personnages, qu'on aime, en tout cas moi, que j'aime autant les uns que les autres. Et puis c'est très beau ce qui se passe avec Depardieu, parce que c'est quand même, au départ, c'est l'autre absolu. Vraiment, c'est celui qui fait l'éruption, qui vole sa femme, et progressivement, au fur et à mesure des films, il va devenir son alter ego. Oui, d'ailleurs, je me souviens pas, mais à la fin, c'est lui qui appelle pour essayer de comprendre pourquoi elle a avorté. Comme c'est à la sortie du métro, il dit pourquoi tu m'as fait venir, je comprends pas. C'est quand même étonnant d'appeler l'ex. Et oui, par rapport à Depardieu aussi, il y a une chose que, en voyant le film,
très belle, c'est le nombre de plans où Depardieu est inactif et rêveur. Et alors il le monte, hein, il a filmé et après il le monte. On n'est pas dans le loupard, dans la caricature du loupard agressif, etc. Il y a quand même beaucoup de plans d'une très grande poésie, d'une très grande vulnérabilité, d'une très grande douceur, où Depardieu est voilà, dans un rapport très poétique, et comme je trouve que ça donne aussi beaucoup de hors-champ au personnage, c'est-à-dire qu'on peut projeter, on se dit ce gars a une intériorité à autre chose que ce que Je l'avais jamais vu à ce moment-là. Là, pour le coup, le grand écran, c'est pas parce qu'évidemment, comme tout est intérieur, un regard un peu endormi, comme ça, un peu flottant, c'est effectivement une chose magnifique. Et il y en a un autre, en fait, quand j'ai revu là, m'est revenu un plan que j'adore, qui est le dernier plan de Police. Je ne sais pas si vous avez vu Police de Maurice Pialat, qui date de 5 ans après, 85, un film qu'il fait avec Sophie Marceau, Colonna, c'est pas ça bien non plus, et Depardieu, et il ne savait pas comment finir. Et le dernier plan de Police, c'est Depardieu qui joue un flic, qui est dans sa chambre, et qui se déplace autour du lit, un peu perdu, et qui d'un coup s'assoit, et a un regard comme ça, hyper poétique, quasiment dans la caméra. Et qui a un plan voilà, suspendu, comme ça, d'une très grande mélancolie. Et délicatesse, en fait. Et délicatesse, en fait, voilà, ça a commencé là. Et est-ce qu'il multipliait les prises ou alors que ces blocs de vérité, c'était une fois et puis après autre chose? Je crois qu'il y avait pas mal de prises, comme disait Gaël, il y avait surtout beaucoup de temps d'attente et de temps pour mettre les acteurs dans l'état émotionnel qu'ils cherchaient pendant la scène. Oui, provoquer un sentiment d'insécurité aussi, quand même. Je pense que c'est difficile. Après, Hubert dit que c'était génial et qu'elle a adoré. Et bon, il y a un truc qu'elle a entendu nulle part. C'est vrai. Mais c'est pas comme Noyon, quoi. C'est pas 45 prises comme Noyon. Je pense que c'est plus l'étirement pour arriver à quelque chose. Et est-ce qu'il y a de l'improvisation? Je pense, oui. Bah, le coup du lit, par exemple, tu me disais que c'est arrivé comme ça, ils ont misé là-dessus, en fait. On a du mal à y croire, parce que ça tombe tellement bien, si j'ose dire. Mais... Oui, d'ailleurs, j'ai une théorie, mais c'est moi qui la fabrique, je suis pas sûr de tout les tiens, mais pour moi, cette séquence, donc en fait, ils viennent de se rencontrer, ils ont dansé sur ces lumines, machin, tout ça, et on raccorde sur le plan, sur le lit, qui craque, ils sont dans un éclat de rire, on sent la complicité, on sent le désir, etc. Voilà, tout est dit. Et 5 ou 7 minutes après, elle dit à Guy Marchand qu'elle va voir une copine, et puis on est dans une chambre d'hôtel, sur la porte, et il y a Hubert qui rentre, suivi par Loulou, par Dieu, on tourne la pièce, c'est très lent, il y a un plan sur le miroir de l'armoire, qui entoure la pièce. En fait, on a vraiment le sentiment que c'est la première fois qu'ils vont s'embrasser. Et moi, j'ai l'impression que cette scène à l'hôtel, elle devait être après Célimène, et parce que c'est vraiment, ils se regardent, il y a vraiment une ronde comme ça, ils approchent l'un de l'autre, et ils s'approchent, il y a un premier baiser d'une très grande délicatesse, et ils tombent sur le lit. Et moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, scénaristiquement, on aurait fait ça, et je trouve ça extrêmement beau que ce premier baiser soit un deuxième, en fait. Et du coup, il prend une puissance encore plus grande, parce qu'il est, voilà, il est très singulier. Oui, sûrement. Parce qu'ils se voient autrement, ils vont coucher ensemble et ils se regardent vraiment. Le texte est très beau. Mais ça arrive souvent au montage, hein, que tout à coup, en inversant des scènes, ça prenne tout à coup une justification, ça n'est pas au départ.
Mais sur cette histoire d'attente dont tu parlais, il y a un truc on peut regarder sur Internet, sur le site de l'INA, il y a différents passages, différentes Morceau du tournage. voilà, c'est ça. Il y en a une en particulier où ils déconnent tous les deux, ils sont sur le lit, Depardieu et Isabelle Huppert, et il la met en boîte parce qu'elle va aller tourner La Porte du Paradis et qu'elle va aller tourner en anglais, etc. Et donc il lui dit alors ils vont t'appeler Isabelle Huppert, je sais pas quoi. Et donc elle lui dit non mais t'inquiète pas, elle dit oui tu parleras mal anglais, tu dis mais ils aiment bien l'accent français et tout. Et c'est drôle parce que c'est pas loin du tout en fait de la discussion qu'ils ont là justement avec les magazines. Et on voit très très bien comment dans l'attente les choses se tissent comme ça et qu'à un moment donné, peut-être que finalement ça s'est improvisé à partir de ce moment, en fait, parce qu'il les a fait poireauter pendant des heures. C'est vraiment la marmite qui boue, quoi, c'est vraiment ça. Le tatouage aussi. Ouais. Oui, le tatouage. Ça, c'est le tatouage de Pardieu. Forcément, Justement. c'est pas celui du personnage, mais oui, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Parce que c'est marqué chat-piou, je sais pas. Chapeau. 4 poufs, ah oui, c'est ça, 4 choses. Ce que vous aimez chez Piala, est-ce que vous le trouvez aussi dans d'autres réalisateurs? C'est assez unique. Hein. C'est assez unique. Et c'est assez peu reproduisible. Je trouve qu'il y a des cinéastes qui savent faire Piala, mais il n'y arrivent pas. Est-ce qu'il aurait été influencé lui-même par... Je pense que beaucoup de cinéastes français ont été très percutés par Piala. Je pense que c'est extrêmement difficile d'atteindre ça. Non, en fait, ma question, c'était est-ce que lui aurait été influencé par d'autres? Lui, Piala. Par Renoir. Je pense que Renoir était... J'ai pas vu le film depuis longtemps ce soir, mais en fait, quand vous parlez de lui, je pense à Cassavetes. C'est un peu la même époque, hein, donc... Moi, je pensais à Bertrand, mais je sais pas. À qui? la même poésie. Une poésie très étonnante. Vous avez des questions? Non? Est-ce quelque chose que tu veux rajouter, toi, pour finir est-ce que le fait de ce que tu l'as revu donc il n'y a pas longtemps, en fait. Il y a 3 semaines. C'est ça. Ouais. Et là, tu l'as revu ce soir Ouais. sur grand écran. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vu ce soir sur le fait de le revoir sur grand écran, de le découvrir sur grand écran? Ce qu'on disait en fait sur les acteurs, vraiment sur. On en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que moi je fais du cinéma pour ça, pour les acteurs et les actrices. Il y a vraiment. Alors j'adore la dramaturgie, j'adore les questions de cinéma, j'adore écrire, monter, tout ça, mais c'est quand même. C'est le cœur du processus, c'est le cœur de ce qui, c'est la matière de ce qui fait que les films restent et sont puissants, c'est quand c'est extraordinairement incarné, parce que ça devient absolument fascinant. Et puis je trouve que les acteurs et les actrices sont... Je trouve qu'il y a, on leur demande une porosité, une disponibilité. C'est magique de les voir travailler, incarner. Il y a une actrice avec qui je travaille régulièrement, Jocelyne Desverchères dans la salle, qui est une très grande actrice. Et c'est puissant donc oui, c'est la motivation première. Mais c'est magnifique là, de voir qu'ils sont jamais dans la performance, alors qu'ils font des choses folles. Hyper quand il se met à crier tout d'un coup, ça pourrait être pénible. Depardieu quand il est à l'hôpital et qu'il a ses rires comme ça, ou dans le lit, cette espèce de gloussement, ça pourrait être insupportable. Ça pourrait être volontaire. Mais je crois que vraiment la performance, si tu dis ça hyper, t'arraches les yeux. Parce que justement, je pense qu'elle recherche vraiment pas du tout ça. Et une petite anecdote sur le tournage, donc, j'ai fait un film en 2022, qui s'appelle À propos de John, avec Isabelle Huppert, Margot, Lars Elinger.
Et lors de la première semaine de tournage, j'étais hyper flippé. Deuxième long métrage, Isabelle Huppert, je me disais est-ce que je vais réussir à être à la hauteur, à savoir comment lui parler, à savoir. Et première semaine, une séquence, on fait une première prise, et vraiment, on se regarde avec un script. C'est vraiment génial, c'est vraiment génial dès la première prise. Et je me dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui demander et donc je vais voir, je me rapproche de le faire et je lui dis, bon, on va en faire une autre, mais c'était génial, c'était vraiment magnifique, tout ça. Et je lui dis, en fait, ce qui est extrêmement beau, Isabelle, dans ce que vous faites, là, ce que vous avez fait, c'est qu'il n'y avait pas une once de volonté. Et que j'ai vraiment le sentiment que les choses vous traversaient et qu'elles étaient là malgré vous. Donc là, elle me conjugue, elle me prend le bras, et elle me dit, Laurent, c'est précisément ce que je cherche. Donc si jamais vous voyez de la volonté, il faut me le dire. Et à partir de là, ça a été le grand amour. Je devais tout lui demander. Voilà, je pense qu'elle a vu que je voyais ce qu'elle faisait, ce qu'elle ne faisait pas, ce qu'elle faisait bien. Et du coup, il y avait une confiance exceptionnelle. Ouais, c'est super, on peut peut-être finir là-dessus. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Et on se retrouve donc. On vous attend, non, c'est pas vrai. On vous attend au bar Le Buisson Ardent. Le Buisson Ardent. Et on pourra continuer à parler. À droite, en sortant. Il y a un verre offert au Buisson Ardent à droite en sortant. Et la prochaine date? Et la prochaine date, c'est Lucie Borlotto, le 18 novembre, qui présente Varda. L'autre pas, Agnès Varda. Voilà. Il chante l'autre pas d'Agnès Varda. Merci beaucoup. Merci. Bien, ouais.